Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre du Salon de l'Agriculture ici à la Porte de Versailles à Paris. Alors pourquoi ils n'aiment pas l'agriculture? Pourquoi on voit exploser des cas de procès entre des néo-ruraux et des agriculteurs? On va en parler justement avec mes invités. Pierre Girard, bonjour Pierre. Bonjour Jean-Paul. Journaliste à Arte notamment, mais aussi sur ta chaîne YouTube. Tous terriens, Field Trip, tout ça, ça se passe sur YouTube, ouais. Bon, juste à tes côtés, Louise Lespard. Bonjour Louise. Bonjour. Alors, podcasteuse pour la Clé des Champs, Exactement. notamment, avec aussi d'autres activités que tu as créées. À ma droite, Timothée Dufour, avocat. Bonjour Timothée. Bonjour Jean-Paul. Bon. Et puis juste à côté, André Sergent, président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, mais avant tout... éleveur dans le Finistère, en production laitière et porcine. Bon, alors très bien. Pourquoi ils n'aiment pas la campagne, Timothée? Pourquoi il y a tant de procès? Est-ce qu'il y en a beaucoup déjà, d'abord? Alors déjà, la multiplication des litiges en milieu rural, c'est une réalité. Les chiffres divergent d'un rapport à un autre. Certains parlent de 400, d'autres parlent de 600, d'autres parlent de 1200. Ce qui est certain, c'est que c'est non seulement une réalité, mais ces litiges vont s'amplifier, Jean-Paul. Pourquoi? Parce que petit 1, vous avez déjà ce que j'appellerais l'urbanisation galopante. C'est-à-dire que la ville vient de plus en plus se frotter à l'agriculture périurbaine. Vous avez les exodes, vous avez eu les confinements. Et je dirais, vous avez aussi cette perte d'identité qui fait qu'on n'a plus ces témoins de la ruralité dans nos familles respectives. À l'époque, c'est-à-dire il y a maintenant 30-20 ans, vous aviez ce cousin, cette tante, cette grand-mère qui vous parlait des travaux des champs. Donc cette réalité, si je puis dire, nous amène malheureusement à ces litiges qui se traduisent comment, Jean-Paul? Vous allez avoir tout simplement des riverains qui vont attaquer des autorisations d'urbanisme parce qu'ils vont considérer qu'il ne faut pas étendre ou agrandir telle ferme. Vous allez avoir d'autres formes de litiges du genre on attaque pour troubles anormaux de voisinage, donc là on va attaquer les nuisances sonores. Et puis vous avez, je dirais, des contentieux plus subtils qui sont plutôt qui prennent la forme de dénigrement, d'agribashing, de harcèlement. Vous vous rappelez de cette lettre d'intimidation qui avait été reçue par un éleveur d'Adainville dans les Yvelines. Il avait reçu une lettre dans sa cuisine, dans laquelle il est écrit, via une lettre anonyme, « Vos vaches ne sont pas les bienvenues ». Donc les litiges, ils prennent plusieurs formes, Jean-Paul. C'est une réalité. Elles vont se multiplier, malheureusement, ce genre d'action de la part de riverains. Mais on en reparlera peut-être après, Jean-Paul. Le législateur est intervenu pour envoyer un signal très fort et on aura l'occasion d'en reparler. Parce qu'on avait déjà une loi, mais elle n'était pas appliquée. Alors il y a une loi en effet qui a été votée le 29 janvier 2021, loi dite du patrimoine sensoriel des campagnes, qui a vocation à protéger les sons, les odeurs des campagnes, mais c'était une loi, j'allais dire, symbolique, qui venait rappeler une réalité à tout un chacun. Ce qui est encore plus fort, Jean-Paul, c'est cette loi dont beaucoup des Français ont entendu parler, cette loi dite troubles anormaux de voisinage, qui vise quant à elle à durcir la possibilité pour un riverain d'attaquer un agriculteur pour des troubles anormaux de voisinage. Dorénavant, et c'est actuellement devant le Sénat, dorénavant un riverain ne pourra plus attaquer un agriculteur lorsque cette activité préexiste à l'arrivée de ces riverains. Et on est en train de se battre devant le Sénat pour qu'aussi l'évolution soit prise en compte, Jean-Paul, parce qu'il ne s'agit pas de protéger l'image d'Épinal des campagnes, hein. On ne veut pas mettre sous cloche notre agriculture. Elle a vocation à se développer, elle a vocation à s'accroître, et dans ce contexte-là, on doit leur donner aussi les outils juridiques, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, nos agriculteurs, ils ont besoin de sécurité technique, financière, mais aussi juridique. Alors justement, André, comment tu perçois ces tensions? Tu les perçois, toi, chez toi? Complètement. En plus, moi, dans le Finistère, je suis en zone littorale, hein, donc avec une concentration de population qui s'accentue autour de nos activités agricoles. Et donc, par rapport à ça, je vois bien que, et notamment dans le registre aussi des maisons secondaires, et je vois bien que dans nos activités agricoles, il faut être lucide. Quand on est en campagne, selon les saisons notamment, les bruits, parfois quelques salissures ici ou là, des odeurs, c'est inévitable quand on est en campagne. Et par rapport à ça, je vois bien que certains qui viennent autour de chez nous, voilà, ne veulent, mais alors plus du tout de ça. Donc c'est tout simplement pas possible. Et là, je crois qu'on a vraiment, d'un côté, besoin d'une sécurité juridique, et l'autre élément aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, on est aussi des chefs d'entreprise à l'échelle de nos exploitations agricoles, et puis comme toute exploitation, on a ici ou là un jeune qui s'installe, qui se développe, et on a besoin des permis, notamment de construire des bâtiments agricoles. Et dès lors qu'on fait bouger les choses dans une exploitation agricole, on perçoit aussi des gens qui n'acceptent pas ces évolutions et qui de suite vont en conflit.
Et qui sont ces gens qui n'acceptent pas? C'est des bobos parisiens, c'est des néo-ruraux, c'est des citadins qui, à un moment donné, en ont marre de vous, les agriculteurs? Ouais, c'est vrai que le plus souvent, quand même, ce que j'observe, c'est que ce ne sont pas des gens du cru, je vais dire ça comme ça. C'est des gens qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment très compliqué parce qu'en fait, ils ne connaissent pas déjà, et d'une, le métier que l'on fait, ils ne le connaissent pas. Ils ont des images un peu bucoliques de l'agriculture finalement. Et quand ils s'y installent, là, souvent, ils se disent « Ah ben, on ne pensait pas que c'était comme ça ». Et c'est de là que partent des problèmes. Mais là, on part du principe que c'est la faute aux autres, mais est-ce que vous faites tout ce qu'il faut? Est-ce que vous êtes plus propre quand vous quittez les parcelles avec les tracteurs? Il y en a qui font quand même beaucoup de... qui laissent beaucoup de terre sur les routes, il faut le dire. Non, alors c'est sûr que nous aussi, on a nos propres reproches à se faire. Je pense que dans une région comme la mienne, la Bretagne, le sujet des épandages, il y a une trentaine d'années, c'était catastrophique, je le dis. Mais aujourd'hui, quand on voit les nouvelles techniques pour les épandages que l'on a nettement amélioré tout ça. Après, par contre, quand on parle des routes et des salissures, que voulez-vous qu'on fasse quand on fait des ensilages, qu'on est sous la pluie et qu'on ne peut pas faire le lendemain? Il y a des moments où, inévitablement, ça va se salir. Après, on va le nettoyer. Mais on n'accepte même plus ça, quoi. Là, c'est pas possible. Il y a un clivage. Alors, Pierre, toi, tu es journaliste à Arte et tu t'es dit, moi, j'ai envie de le comprendre, ce monde agricole, de l'intérieur. Tu aurais pu le regarder depuis ton bureau Arte de loin, donc tu t'es dit, il faut consacrer un peu de temps. Exactement, et je me sens un petit peu visé par le titre de l'émission, pourquoi ils n'aiment pas la campagne, parce ça que peut être toi, j'ai l'impression que je suis un peu la minorité dont on parle. Peut-être. Donc, moi, justement, comme je me sens visé, je me permets quand même juste de replacer le débat. C'est que moi, personnellement, c'est la raison pour laquelle je fais ce travail de journaliste spécialisé sur l'agriculture, c'est que je pense fondamentalement que nous, je ne sais pas, urbains, j'ai grandi en ville, etc., regardons toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Il y a beaucoup d'urbains, beaucoup de Parisiens. On n'a jamais été, je pense, aussi attachés qu'aujourd'hui à l'agriculture, aux produits de terroir. Regardons ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, par exemple. Quand la ville devient invivable parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a des canicules, le premier réflexe des urbains, c'est de chercher par tous les moyens d'aller rejoindre ces campagnes, justement. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour répondre à la question? Timothée, on a parlé un petit peu. On s'est éloigné de manière mécanique. Et ça, je pense qu'il y a finalement, le tort est à chercher des deux côtés. Les urbains, les ruraux se sont éloignés de manière assez mécanique. Et ce que j'essaye, moi, de recréer dans mon travail, c'est ce lien entre les deux. Et le lien pour le recréer, je pense qu'il passe par une meilleure connaissance, surtout nous, en ville, une meilleure connaissance de ce que vous faites sur le terrain, dans l'agriculture. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Mais qui te suit, toi? Les agriculteurs qui aiment la façon, le regard que tu portes sur le monde agricole, ou réellement les urbains qui découvrent ce milieu? Pardon, j'ai pas entendu le début. Qui t'écoute, qui te regarde sur ta chaîne YouTube? Moi, c'est exactement. Depuis le départ, j'ai souhaité créer un lieu avec ma chaîne YouTube où à la fois les urbains et les ruraux se sentent à la maison. Donc, quand je regarde les statistiques, parce que c'est assez pratique sur YouTube, on voit les statistiques. Je vois effectivement que les personnes viennent à la fois des régions urbaines et des régions rurales, et qu'il y a à la fois des agriculteurs, des consommateurs, des consommatrices qui se retrouvent sur ma chaîne. Donc je pense qu'il est possible de parler une même langue sur laquelle on se retrouve, de parler des enjeux environnementaux, climatiques, les enjeux de souveraineté alimentaire, les enjeux de société, et d'en parler ensemble. Ça, j'en suis profondément convaincu. Louise, c'est pareil, tu essaies de faire un trait d'union entre ces deux mondes. Exactement, et parce que je pense qu'il y a besoin de ce lien. Aujourd'hui, il y a deux choses qui se sont passées. Il y a d'une part une urbanisation croissante de la population qui a fait que les gens se sont totalement déconnectés, Timothée l'a dit, des réalités du métier d'agriculteur et de la complexité de travailler avec le vivant. Ça, c'est une première chose, et j'ai été directrice marketing dans une start-up parisienne, et j'ai eu des discussions très malaisantes avec mes collègues, ou des choses très naturelles pour moi. À côté de la machine à café. L'insémination artificielle qu'une collègue avait qualifiée de viol d'une vache, par exemple, et où je me dis, ouah, alors que c'est des gens brillants, hyper intéressants. Et en fait, je me suis dit, mais on a loupé le coche à quelque part. Et je crois qu'on ne peut pas uniquement mettre la faute aussi sur les citadins, même s'il faut qu'ils fassent l'effort de comprendre des sujets complexes, puisqu'aujourd'hui on a envie de comprendre des choses simples, soit toutes noires, soit toutes blanches, etc. Mais je crois que le monde agricole a sa part de responsabilité aussi, parce qu'à un moment, déjà il a jugé bon de ne pas communiquer, on a loupé ce virage, mais bon, je ne suis pas agricultrice, je ne leur jetterai pas la pierre, ils ont largement de quoi faire déjà dans les champs sans en plus se rajouter une
casquette de communicant, mais qui est nécessaire maintenant malheureusement. Et après, et surtout, ils ont laissé leur image à d'autres, notamment à des entreprises agroalimentaires, etc., qui ont véhiculé une image de l'agriculture un peu bucolique, qu'on a envie de voir et qu'on aime voir. Mais après, on ne peut pas en vouloir aux gens de tomber de haut quand ils découvrent vraiment comment ça se passe et comment l'agriculture a évolué. Et je crois que le monde agricole doit communiquer sur ses réalités, sur les innovations dans les exploitations, sur le nouveau... finalement, le fait que l'agriculteur est un chef d'entreprise et qui doit gérer l'exploitation comme une entreprise en part entière en gagnant de l'argent. Mais ça, il faut l'assumer et il faut le montrer. Parce que sinon, ça revient en boomerang dans le monde agricole par des gens qui ne connaissent rien et qui n'ont aucun problème à parler sur le sujet. Et tu sais, Louise, en plus qu'une marque sur deux dans l'agroalimentaire appartiennent aux agriculteurs au travers de la coopération. André, pourquoi on ne change pas l'image sur les paquets plutôt que l'image Martina à la ferme qui vous revient en boomerang? Moi, je pense qu'on a raté quelque chose. Sincèrement, on a raté quelque chose il y a déjà quelques années où, comme ça a été dit, on n'a pas su expliquer en fait l'évolution de notre métier. Peut-être pour deux raisons. Quand on est agriculteur, et notamment dans le secteur de l'élevage, je peux vous dire que les journées sont déjà assez longues et penser à ça, on ne le faisait pas forcément. Et la deuxième raison, je crois aussi, c'est que, faut le dire, tout ce qu'on faisait à un moment donné n'était pas toujours bien non plus. Et parfois, peut-être même qu'on voulait un peu cacher certaines choses. Et ça, c'était aussi une époque. Et ça aussi, je considère que c'est révolu. Et aujourd'hui, il faut être très transparent dans ce qu'on fait. On est des chefs d'entreprise et on a beaucoup de choses à faire valoir auprès de nos voisins. Alors, une façon de communiquer, et j'appelle Valérie Leroy, si elle veut bien me rejoindre en tant que première invitée. Valérie, si tu veux bien venir là. Valérie Leroy, elle est directrice du salon. Ça n'a pas été un salon de tout repos. Il n'est pas fini quand même. Non, le premier jour déjà. Non, mais attends. J'espère qu'à la fin, on pourra dire que... Ouais, là, il y a du monde. Là, il y a du monde, oui. Mais le premier jour, il n'y avait pas grand monde parce que tout le monde était malheureusement confiné, on va dire. Hein. Oui. Bon, c'est reparti. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr. Oui. Là, on retrouve le salon tel qu'on le connaît habituellement, avec un esprit bon enfant, avec la possibilité de circuler. Vous parliez des problématiques de connaissance et de découverte de l'agriculture. Bon, une des valeurs fondamentales du salon, c'est la pédagogie. Et on voit là, d'autant plus en ce moment où venir ici, c'est aussi une marque de soutien aux agriculteurs. On voit les questions qui sont posées, les dialogues qui sont faits, les discussions entre les visiteurs et par exemple les éleveurs pour savoir comment ils font, même les producteurs. Donc voilà, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'occasion ou jamais d'expliquer les métiers de l'agriculture à des gens qui les connaissent moins. Donc alors, tant mieux que ça soit ça. Bon, tant mieux. Maintenant. Et aujourd'hui, il y avait du monde et c'est une bonne chose. J'ai entendu Arnaud Lemoine ce matin, donc, qui est co-président, par rapport au salon. Directeur du Sénéca. Du Sénéca, donc qui est co-partenaire avec vous sur le salon. Qui disait, mais peut-être qu'il faut faire évoluer aussi la visite des politiques dans le salon. Je ne sais pas si tu as entendu. Il dit, il faut quand même tirer les enseignements quelque part de ce qui s'est passé samedi. Oui, alors il y a une vision politique des choses et il y a une vision organisationnelle et logistique. C'est-à-dire que la complexité, c'est de pouvoir accueillir tous les politiques, y compris le président de la République, avec la sécurité et l'environnement nécessaires et adéquats, et en même temps, dans le même unité de lieu et de temps, accueillir 600 000, une part des 600 000 visiteurs qui sont des visiteurs lambda qui viennent pour profiter, avec leurs enfants, des poussettes, etc. Et ça, c'est la vraie difficulté, ouais. Innovation cette année, le SIA Pro. Pourquoi avoir créé un SIA Pro ? Parce que dans le SIA, qui est un énorme événement grand public, y a du business qui se fait quand même, puisque les exposants entre eux se rencontrent. Au concours général agricole animaux, il y a des animaux qui sont vendus, il y a des acheteurs de la restauration qui viennent chercher des produits. C'est un endroit de sourcing aussi et de recherche. Et donc, quand on a questionné ces 2 dernières années nos visiteurs professionnels pour savoir comment ils trouvaient le salon, qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter, ils nous ont demandé de créer une journée spéciale professionnelle. C'est très compliqué de rajouter un jour avec... Bon. En revanche, c'était possible de créer une sorte de capsule plus courte que les 9 jours du SIA, donc qui dure 3 jours, qui a ouvert hier et qui ferme demain,
qui s'appelle SIAPRO, qui est là-bas et qui permet à des exposants ou preneurs de parole, puisque c'est plutôt sur le mode d'un rendez-vous d'affaires, networking, etc., d'exprimer des choses, de parler. Là, par exemple, il y a ça fait partie des tendances aussi, pas mal de choses sur l'agrivoltaïsme, sur les nouvelles technologies. Ce matin, on a ouvert un hackathon à 10h du matin. Donc, il y a 8 équipes d'un hackathon qui sont enfermées dans une hot room que vous pouvez voir à travers des vitres qu'on a créées quand même pour pas qu'ils soient totalement enfermés. Et la restitution se fera demain après-midi, voilà, donc avec des solutions proposées aux agriculteurs qui utilisent l'intelligence artificielle, etc. Donc dimension professionnelle à cet endroit-là. Donc on est en plein dans le débat, c'est un lieu de rencontre ici, oui, entre des citadins et le monde agricole. C'est ça. Et puis il y a la sciatitude, parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent trop loin les citadins ici aussi. Voilà. Explique-nous. En fait, c'est tout bête. La sciatitude, c'est une proposition, je dirais, à la communauté de ceux qui font le SIA, c'est-à-dire exposants, visiteurs, politiques, partenaires, nous-mêmes organisateurs, d'adopter un code de conduite qui permet de bien vivre ensemble. Quand on accueille 600 000 visiteurs en 9 jours, ça fait 1% de la population française, c'est quand même beaucoup. Donc il faut quand même qu'il y ait des codes et un peu de règles du jeu. C'est pas grand-chose, c'est juste un comportement correct vis-à-vis des animaux, correct vis-à-vis des déchets et de la gestion des déchets, et correct vis-à-vis de la consommation d'alcool. Donc on est en plein dans le débat de la confrontation entre deux mondes. Il ne faut pas qu'ils aillent trop loin, il ne faut pas que, effectivement, c'est ça. Et il y ait des limites à ne pas dépasser. Comment vous ressentez ce salon ? Alors moi ça marche. C'est bon, oui. Je suis arrivé aujourd'hui, donc je vois la première journée normale comme je connaissais le salon, et ça fait plutôt plaisir à voir après les images que j'ai vues ce week-end aux informations. Effectivement, la sciatitude, je trouve que c'est assez, j'ai l'impression, en tout cas autour de moi, que c'est assez bien reçu. On voit les fontaines à eau un peu partout. On voit un peu le code de conduite ou la charte de bonne conduite. Ça fonctionne assez bien. C'est samedi soir qu'il faudra regarder surtout, je pense. C'est le week-end qu'il faut... Oui, on va voir comment ça fonctionne. Toute prévention est bonne à prendre. Oui, tout à fait. Il faut anticiper, on le sait. Tout à fait. Crises, il faut les anticiper. En tout cas, l'ambiance aujourd'hui, je trouve qu'on sent que le grand public qui est présent ici est très concerné par le sujet agricole, pose beaucoup de questions, va à la rencontre. Il y a beaucoup de rencontres qui se passent, et c'est plutôt une bonne journée de salon, j'ai l'impression, aujourd'hui. Louise. Je trouve que c'est un formidable lieu de rencontre, déjà pour le monde agricole en tant que tel, et pour que les professionnels échangent, parce qu'on voit qu'on a beaucoup de choses à se dire, que les instances ont beaucoup de choses à se dire, donc c'est le lieu, et il faut que ça le reste dans un débat évidemment qui respecte tout le monde. Et puis c'est une très belle visibilité pour le grand public. J'ai la chance de faire avec Valérie des audio-guides qui sont disséminés partout dans le salon à leur demande pour expliquer le monde agricole et faire de la pédagogie sur qu'est-ce que c'est une interprofession, une salle de traite, la vache égérie. Et je trouve que là, c'est parfaitement dans la mission du salon, c'est de donner envie aux gens, déjà d'en découvrir plus sur place, et ensuite d'aller sur les exploitations, découvrir les agriculteurs. Bon, Valérie, on sait que ton temps est très timé. Oui. Directrice, c'est pas facile, surtout une année comme ça. Et demain, il y a le Premier ministre. Oui. On espère que ça va être plus calme. On espère, on croise les doigts. Merci beaucoup. Voilà. Et on va parler de bons produits. Merci beaucoup. Et on va accueillir donc Alain Mathieu, qui est présent et qui vient avec du fromage, et pas n'importe quel fromage. On va montrer l'agriculture qui marche, l'agriculture qui est bonne. Alain. Bonjour. Bonjour. Éleveur et président de l'AOP Comté. Producteur de lait à Comté. Voilà comment on se définit sur le massif du Jura. Et président de l'AOP Comté. Tout à fait. Et il faut en parler parce que le Comté, c'est une appellation qui marche. Les éleveurs du Comté vivent bien. Les éleveurs du Comté vivent bien. Alors la réussite ou le bonheur, c'est une notion qui s'apprécie par comparaison. Donc, et c'est une notion qui est aussi toute relative. Mais globalement, il y a de la fierté derrière les différents métiers qui sont derrière la filière Comté, qu'on soit producteur de lait, qu'on soit fromager ou qu'on soit affineur. 700 € les 1000 litres. Environ. Il faut le dire, il faut employer les mots bien directs. En Bretagne... Aujourd'hui, je suis plutôt à 450. Ouais, alors c'est quoi la différence ? Qu'est-ce qui fait que 700 €, 450 ? Alors, je ne vais pas faire de commentaires sur le prix du lait. André, il est très ouvert. André peut le dire d'ailleurs, je suis sûr. Je définirais le niveau de réussite de la filière Comté déjà par 700 ans d'histoire. 700 ans d'histoire, 65 années d'appellation d'origine protégée. Et puis, c'est la rencontre entre une confiance qui se crée avec le consommateur par un cahier des charges rigoureux, des engagements.
le fait de créer cette communion autour du goût, le plaisir du goût, mais aussi cette promesse qualité beaucoup plus large en disant finalement quelle est la contribution du comté sur son territoire, sa relation avec une dynamique du territoire, la complémentarité avec le tourisme, les herbages qui sont sur nos prairies. Et ces éléments-là, au fil des décennies, c'est un petit peu essayer de construire cette capacité avec le consommateur à accepter à payer un prix. Et ensuite, accepter à payer un prix, c'est créer la valeur. Et puis ensuite, il y a la deuxième élément qui permet de faire en sorte que chacun des opérateurs de la filière vive bien. Une fois qu'on a créé la valeur, c'est-à-dire qu'on a créé la taille du gâteau, c'est comment est-ce qu'il est réparti. Donc ça, c'est un autre sujet. Alain, il est trop modeste. On n'aime pas parler d'argent dans l'agriculture et de réussite. André, toi, tu peux expliquer le regard que tu portes sur le comté. Pourquoi aujourd'hui on est capable de faire du comté, de l'exporter et d'avoir 700 € les 1000 litres? Déjà, il faut regarder notre histoire. Notre histoire, en fait, en Bretagne, il n'y avait pas de fromage. C'était le beurre, c'était les crèmes, c'était notre histoire. Et dans d'autres régions, c'était les fromages, et ainsi de suite. Après, bien sûr, au fil de l'eau, on nous a beaucoup parlé de cette notion de montée en gamme, notamment. Rappelez-vous, notre nouveau président de la République d'il y a quelques années. Et c'est très bien, sauf que moi je pense qu'à partir d'une denrée comme le lait, on ne peut pas tous faire la même chose. Il faut être lucide de ça. Et je pense aussi que mon collègue, vis-à-vis de la montée en gamme, doit aujourd'hui aussi voir de nouveaux problèmes liés à l'inflation, liés aux actes d'achat des consommateurs. Voilà, c'est pour ça que c'est un très bel exemple, mais dans d'autres régions, on a aussi d'autres atouts, et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Exactement. C'est quoi les enjeux, justement ? Les enjeux, ils sont futur. De préserver la confiance et la fidélité des consommateurs, parce qu'on n'est pas non plus hors du temps, ni hors du monde, ni hors des préoccupations des consommateurs. Et nous, notre histoire, ça a été de développer une agriculture dans des territoires de moyenne montagne, sur le massif du Jura, où il était hors de question d'imaginer se positionner sur les mêmes marchés que des territoires qui ont des conditions de production beaucoup plus faciles. Donc le positionnement sur un niveau de qualité, il est évident, sinon l'agriculture disparaît sur nos territoires. Donc aujourd'hui, il faut en permanence avoir des engagements autour de la qualité, la promesse consommateur qui s'étoffe pour continuer, y compris dans des périodes compliquées comme aujourd'hui, à ce que le consommateur continue à se faire plaisir avec nos produits. Un autre enjeu important qui est partagé par l'ensemble des territoires, c'est le renouvellement des générations. Alors, on a la chance chez nous d'avoir une installation pour un départ en retraite. Donc c'est aussi continuer, en plus de la confiance du consommateur, continuer à cultiver la fierté qu'ont les producteurs de lait, les fromagers, les affineurs, de faire ce produit. Et c'est pour ça que je suis venu avec du comté, parce que la meilleure motivation qu'on peut avoir, et on a des jeunes qui sont sur notre stand en bas, c'est de pouvoir parler fièrement de notre comté aux consommateurs. Et ça motive aussi des jeunes à venir s'installer en production de lait avec nos Montbéliardes. Alain, à qui appartiennent les outils de transformation chez toi ? Alors, l'histoire, mais il nous faudrait beaucoup plus de temps que nous n'en avons. L'histoire chez nous, le comté, il est né il y a plus de 700 ans parce que les paysans avaient souvent qu'une seule vache, et pour faire un fromage de garde qui était garder, conserver du lait en été pour pouvoir passer l'hiver en se nourrissant, en faisant un fromage de grande taille. Alors on a l'habitude de dire que les Jurassiens ont fait un fromage de grande taille un petit peu. Alors les taquins disent parce que les Jurassiens sont un peu radins, et nous on dit c'est simplement parce qu'on est un peu économe et qu'on avait regardé que les grandes tailles se conservaient plus facilement que les meules de petite taille. Et tout ça a conduit à une forme de coopération, une mise en commun, faire ensemble, c'est-à-dire mutualiser le peu de lait de chacun pour pouvoir faire une meule de grande taille. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui il n'y a pas de comté fermier. C'est pas par opposition, mais c'est parce que ce n'est pas notre histoire. Notre histoire, c'est de faire collectivement. Il n'y a pas Lactalis ? Et je reviens sur la question de départ, qui est de dire à qui appartiennent les outils de transformation. Aujourd'hui, la première transformation, c'est-à-dire là où on passe, la magie de passer du lait au fromage, se fait dans les fruitières qui sont au nombre de 140. Donc 140 fruitières qui transforment en gros 5 millions de litres de lait par an, pas par jour, par an. Voilà, donc c'est aussi cette diversité de comtés, mais c'est aussi cette proximité entre le producteur et son produit. Il nous reste quelques minutes juste pour finir. Quel regard vous portez sur cette réussite ?
Sur la réussite du comté, je pense que je me pose toujours la question de savoir si c'est un modèle qui serait généralisable. J'ai envie de vous poser, non, c'est pas généralisable. Qu'est-ce qui fait que c'est pas généralisable? Bon, vous l'avez dit pour votre région, mais dans d'autres générations, dans d'autres régions de montagne, par exemple. Il y a déjà des choses naturelles, il a très bien dit. Moi, j'ai des régions beaucoup plus favorables naturellement pour faire du lait que dans une région comme chez lui. Voilà, et c'est pour ça que chacun doit s'adapter à son territoire. Et d'ailleurs, quand on va dans le hall 7 ou dans le hall 3 à côté, on voit toutes les régions et tous les produits alimentaires qu'on a et la grande diversification. C'est notre richesse. Et vous ne pourriez pas faire du... Pardon, vas-y Louise. Oui, il y a aussi le point de... Ça marche là? Ouais. Il y a aussi le point qu'il faut fournir du lait à tout le monde et qu'on l'a vu, le lait qui permet de produire le comté, il est valorisable parce que vous le transformez, que vous le vendez en fromage, mais il faut aussi produire du lait à tous les prix pour que la population française et l'ensemble de la population française elle puisse manger français. Et ça, c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde, mais il faudra aussi du lait qui nourrisse les gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer du lait de pâturage qui font rêver, quoi. Ouais, sauf qu'il faut que ça nourrisse le citadin et le producteur. Complètement. Et c'est l'enjeu là. Ça, c'est une évidence. Et ça, c'est un des premiers problèmes qu'on a. Quand il y a une filière qui n'arrive pas à nourrir son producteur, ça ne dure pas. Et la preuve. Et un prix plancher dans votre filière, ce serait quoi justement? Ouais, l'annonce d'Emmanuel Macron acculé face aux manifestants qui sort la fausse bonne idée du prix plancher. Bonne ou mauvaise idée? Je vais être assez cash, c'est utopique. Une ânerie? Je n'ai pas dit ça, c'est utopique, c'est pas possible. Pour vouloir imaginer un prix plancher, il faut vraiment être soit avec des murs tout autour de soi, et je suis moi plutôt favorable à une logique d'Europe, pour plein de raisons. Et donc par rapport à ça, nous pouvons pas être déconnectés des marchés. Ou alors l'exemple effectivement du comté, et qui est quand même, parce que le niveau de production de chaque producteur, c'est très régulé, et à ce moment-là, vous pouvez espérer avoir un niveau de prix quand même, voilà, minimum, quoi. Mais autrement, j'y vois pas. Et puis ça va être quoi le prix plancher? 400, 700? Ça va être... Ils vont pas arriver à se mettre on a un d'accord ministre sur de les indicateurs. l'Agriculture, Stéphane Le Foll, l'avait un peu fait il y a quelques années sur la production porcine. Quand nous, on tirait la langue parce qu'on n'y arrivait pas avec le prix, lui dit, je vais le mettre un peu plus élevé, à 1,40 €, je me rappelle. Le problème, les cochons, ils restaient dans ma porcherie. Et on fait comment après? Tu crois pas que c'est une vision électoraliste, là, dans la surenchère entre le Rassemblement national? Tiens, on va faire un peu de politique, là. Il a pas envie, mais on va quand même en parler. C'est pas une vision à long terme, c'est une vision pour le mois de juin. Non, mais c'est sûr que là, un peu dans la précipitation, je vais dire ça comme ça, et l'urgence, il y a un peu de panique, je vais dire. Ouais, un peu de panique, ouais. Bon, Louise, Pierre, merci beaucoup d'être venu ici. Merci. André, Timothée, et puis aussi Alain, merci beaucoup. Puis on va déguster, non? Évidemment, parce qu'on est ici au salon avant tout pour partager. Voilà, mais on va juste remercier nos téléspectateurs. Merci à vous.